On va s'intéresser maintenant à 3 opérations extérieures que l'on va mettre en avant. C'est très intéressant. On va retrouver Elina Deschères de la Ferrarock, Maxime Brousse, il est animateur confédéral à la Confédération nationale des radios associatives, et puis un collaborateur de France Bleu, Pierrick Jagoré. J'espère que je n'écorche pas son patronyme. Il est responsable de la communication, plus exactement en charge du développement de la marque ici. Donc vous voyez que ça tombe à point nommé, c'est un sujet d'actualité. Et je demanderai donc à Elina, à Maxime et à Pierrick de venir nous retrouver ici, puisque c'est le mot à la mode, pour mettre en avant leurs opérations extérieures. Et puis on va essayer d'en tirer la substantifique moelle. Elina, bonjour. Vous vous installez là où vous voulez. Mettez-vous à l'aise. Maxime, vous vous installez là où vous voulez. Mettez-vous à l'aise. Et puis Pierrick, bonjour Pierrick. Mettez-vous à l'aise vous aussi. On en a pour 30 minutes pour survoler finalement ce que vous faites bien. Parce qu'on avait jugé, en tous les cas, que les opérations extérieures que vous aviez conduites mériter en tous les cas un coup de projecteur. Est-ce que je peux vous demander, alors mais vraiment 10 secondes s'il vous plaît, de nous donner une définition, votre définition, elle sera pour le coup assez personnelle, de ce qu'est une opération extérieure. Pierrick, 10 secondes, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est en substance une opération extérieure qui est engagée par une radio, et donc en l'occurrence ici par le réseau France Bleu? Comment vous pourriez la définir? Juste en quelques mots, on ne fait pas une thèse. Ah, je crois que vous avez un petit problème de micro. Prenez l'autre, essayez. Allez, celui-ci est beaucoup mieux. Ouais. Donc, en 10 secondes, proximité, bonne humeur. C'est pas mal, ça. Ce qui nous caractérise vraiment, et en tout cas pour la tournée des marchés, c'est vraiment ça, quoi. C'est la proximité, la bonne humeur, aller à la rencontre de nos auditeurs, mais pas que. Aller à la rencontre des communes. Et ça rebondit juste par rapport au débat précédent. Ouais, ça me va. Moi, j'aime bien proximité, bonne humeur, ça me va. Elina, votre définition très personnelle d'une opération extérieure au sein de la Ferrarock, alors? Au sein de la Ferrarock, je pense que c'est vraiment l'aspect collectif qui caractérise les opérations extérieures. Ouais. De plein de radios différentes qui viennent ensemble faire de la radio avec des façons de faire qui sont différentes, que ce soit d'un point de vue technique, éditorial. Et donc je pense que collectif, c'est le bon mot. Ça me va, je retiens le mot collectif et j'y ajouterai peut-être musique pour vous, parce que ça gravite autour, mais bon, vous êtes tellement dedans que forcément. Maxime, votre définition très personnelle de ce que peut représenter une opération extérieure? Oui, pour me différencier un petit peu, je pense qu'il y a aussi cet aspect d'être présent sur le territoire. Et là, pour les radios associatives, il y a vraiment cette idée de montrer notre présence sur le territoire couvert par Ok, vous avez un point commun, à chaque fois c'est 2 mots, vous c'est présence et proximité. Voilà. Je prends, non? C'est des définitions assez simples que tout le monde comprend, j'imagine. Bon, on va commencer avec Pierrick. La tournée des marchés, alors ça, vous donnez la température tout de suite en début de saison, hein? Toujours. Nous, ça a été vraiment cette proximité de pouvoir faire une tournée avec l'ensemble du réseau pendant 1 mois, d'être présent sur 44 marchés. C'est un défi qu'on s'est donné, qu'on a relevé, et sur lequel on est parti et qui fonctionne, qui a super bien fonctionné. Vous estimez que la présence sur le terrain dans un marché, alors c'est le marché du vendredi matin où il y a des primeurs, le poissonnier, c'est la publicité, c'est le bouche à oreille le plus loyal pour vous. Voilà, c'est là où vous faites. Ça vaut plus qu'une banderole, un autocollant, un porte-clés. C'est complémentaire. Voilà, c'est pas plus ou moins. C'est à un moment donné, c'est d'aller vers l'auditeur, vers l'habitant du village, puisque le marché, c'est quand même le lieu de lien social. Ouais. On parle des villes, mais il n'y a pas que les villages, c'est le point de rendez-vous, c'est l'endroit où on se retrouve, c'est là où on va voir le producteur, l'artisan, on va vraiment être dans cette proximité, et à un moment, nous, on est sur cette logique aussi à l'antenne, tous les matins, d'avoir l'aspect culinaire, donc on a essayé de mêler les deux, de pouvoir aussi avoir une animation sur les marchés, et de pouvoir faire goûter grâce à des chefs locaux. Voilà, donc pour résumer, Pierrick, vous leur donnez 30 balles. On leur donne 30 €, ils doivent réaliser un Ils doivent aller acheter pour 30 € de victuailles, c'est ça? Tout à fait. Alors, 2 difficultés techniques à cette opération extérieure, selon moi, hein, vous allez me dire si je me trompe.
la mise en place d'une cuisine opérationnelle, enfin pour essayer de sortir un plat comestible, si vous me permettez le qualificatif, et 2, le deuxième souci, qui est un souci quand même, une sorte de colonne vertébrale, c'est la diffusion, produire une diffusion propre, techniquement parlant, avec des gens qui bougent, avec une ambiance sonore qui est scalée, qui varie selon les marchés. Donc il y a 2 grosses difficultés techniques. Comment vous y avez répondu? Alors la première, c'est, enfin on va dire, je vais commencer par la fin, par l'aspect technique radio, qui est vraiment, on a la chance d'avoir de bons techniciens chez nous qui cartonnent et qui ont l'habitude de faire de la HF, qui ont l'habitude d'être tout terrain. Ouais. Donc ça c'est un vrai plus. Donc j'aurais tendance à dire c'est facile. Et en plus, on en parlait tout à l'heure. Il y a un peu de boulot. Le fait de sortir, le fait de sortir, ils ont l'habitude. Ouais. Donc c'est quelque chose de concret, de palpable. Après, le premier point sur la cuisine en elle-même, on a créé avec un prestataire une remorque mobile, une cuisine mobile, où tout est équipé, parce que l'enjeu, il est aussi le fait de faire tourner vivre. de tous les jours, d'aller, parce que c'est sur un mois, c'est 44 marchés, on a 2 équipes qui tournent en parallèle. Ah, donc vous avez 2 cuisines mobiles? On a 2 cuisines mobiles qui tournent sur l'ensemble du territoire, et tous les jours, on est en direct d'un marché du mardi au dimanche parfois, où on était sur le Vieux-Port, on était à Audruic, dans le Nord, voilà. Et tous les jours, on tourne, et donc c'est une tournée. C'est vraiment tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et tous les jours dans une radio différente, une ville différente. Ça dure un mois, Pierrick. Bon, vous êtes dit le top 3 des marchés qui ont super fonctionné. Ça c'est parce que j'ai pas tous fait non plus. Non, après moi je garde pour la première fois on est sur le Vieux-Port à Marseille. Nouveau marché, carte postale totale, énorme carton. Poisson, bien sûr. Poisson, bien évidemment. Audruic. Je sais pas où c'est. Voilà, c'est dans le Nord. C'est vraiment un petit marché, mais qui a une typicité, un accent tout autre. Et puis après, un sur lequel je suis passé, on parlait de Brive-la-Gaillarde tout à l'heure, qui est un magnifique marché. Peut-être que vous êtes de là, mais bon, magnifique marché. Nous le sommes. Voilà. Nous le revendiquons. Donc c'est sous les Halles, là, c'était. Sous les Halles, Georges Brassens. Tout à fait. Sur la place de la Guerre. Là. Voilà. Donc très beau marché, et surtout ce qui nous caractérise aussi, c'est que à chaque fois, mais à chaque fois, on a des chefs qui jouent le jeu. Et j'insiste là-dessus, le lien, la proximité et la bonne humeur, parce que c'est un binôme avec l'animateur et le chef. Le chef, si on n'a pas un bon client, c'est compliqué. J'aime bien cette expression, parce qu'effectivement, c'est une bonne interview. Une bonne interview, c'est peut-être les bonnes questions, encore j'en sais rien, je pense pas. Mais c'est souvent le bon client. Hein. C'est le gars qui répond aux questions, qui donne le ton. Et voilà, on se dit, putain, c'était bien, parce qu'effectivement, le gars a joué le jeu. Et ça, c'est la connaissance également. Il y a un vocabulaire, il emporte tout ça sur son passage. Nos animateurs qui ont l'habitude, qui les connaissent. Et ça va du chef étoilé au chef de restauration scolaire des collèges. On a vraiment eu ce panel de chefs qui sont venus et qui, pour 30 €, ont réussi à la fin. Donc, bien évidemment, les personnes qui sont au marché ont l'opportunité de goûter, parce que vous parlez de comestibles, c'était plus que ça, parce qu'ils partaient et avec... Il ne doit pas y en avoir pour tout le monde, parce qu'à Brive, il y a beaucoup de monde. Hein. Oui, mais on fait des petites parcelles, des petites portions. C'était la 2e fois que cette opération a été engagée, on est d'accord? Tout à fait, avec un partenaire fidèle qui est Domitis. Oui, absolument. Est-ce qu'il y aura une 3e édition en septembre prochain? On va y travailler. Oui, parce que ça marque le début de saison. Il paraît que pour faire de l'audience, il faut tout de suite, dès la rentrée, marquer son territoire et faire de grosses opérations pour que l'auditeur entre tout de suite le nom de la marque et puisse peut-être la citer s'il est appelé par Médiamétrie. Et puis on a l'enjeu avec ici. Bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, donc allez, on y est. Elina, la Ferrarock, c'est la fédération alors ça a un peu changé l'acronyme. Mais Fédération des radios associatives de musique actuelle. Allez, on passe quelques slides pour présenter ce que vous allez nous dire dans quelques instants, le temps que les slides arrivent, mais ils vont arriver, commencez, n'hésitez pas. Ouais, donc c'est une fédération qui regroupe 26 radios. Donc on a plusieurs activités de représentation, de mise en relation entre les radios. Mais une des activités les plus importantes, donc c'est la défense et la promotion des musiques émergentes et peu médiatisées. Ouais. Ça se caractérise par une émission qu'on a hebdomadaire qui est co-construite avec toutes les radios du réseau, qui s'appelle Dig Dig Diggers. Et donc cette émission, elle a lieu aussi hors les murs, hors les studios, via les festivals qu'on couvre. Donc on couvre une dizaine de festivals par an, et le dernier en date, qui a eu lieu donc en décembre 2024, c'était les Bars en Trance à Rennes. C'est un festival qui a lieu pendant les transmusicales et qui a lieu dans des dizaines de lieux différents dans Rennes. Donc des dizaines de bars, de lieux culturels. C'était là ?
Alors ça, je vais y venir. Pardon. Ça, et donc ce festival-là, c'est dans tous ces bars-là, c'est devenu un peu notre terrain de jeu, donc qui a été rendu possible grâce à ce que vous voyez là. Donc c'est un dispositif technique, des talks qui ont été fabriqués par Digigram, un fabricant qui vient de Grenoble, et en fait ça permettait d'être en multiplex partout dans Rennes. Donc en fait ça fonctionne en 4G. Les signal de ces 3 talks-là est reçu par un studio central. Donc pendant les bars entrants, c'était à Canal B, qui est la radio Ferrarock rennaise, qui reçoit donc le signal des 3 talks et qui ensuite le renvoie à toutes les radios du réseau, donc les 26 radios pour diffusion. Donc en fait ces 3 talks-là étaient dispatchés dans Rennes avec 3 équipes différentes pour tour à tour faire des interviews d'artistes, soit en statique, soit en mouvement. C'est la particularité. En fait, le dispositif est très léger et techniquement, tout le monde peut s'en saisir. Donc voilà, ça permettait d'être en itinérance dans Rennes et de pouvoir recevoir aussi les artistes dans des lieux un peu insolites, sortir de l'interview qui a lieu dans les studios de radio, de les faire dans des disquaires, même dans des centres d'art contemporain, et donc de faire l'interview de l'artiste, donc aussi de sortir un peu de l'interview lambda de promotion de l'artiste, mais de parler aussi de ce qu'on donnait à entendre un peu la ville pendant le festival, puisque voilà, pourquoi est-ce que ce festival-là il a lieu à Rennes et pas ailleurs? Qu'est-ce qui fait tout le tissu culturel de Rennes? Et là, il y a une petite dizaine de radios membres de la Ferrarock qui participent à cette opération. Ouais, il y avait une dizaine de radios qui étaient présentes, donc ce qui représente à peu près une trentaine de personnes. Donc à chaque fois, il y avait, on le voit, c'est le conducteur que ça donnait pour une journée type. On était en direct de 16h à 19h. Ça, c'est ce que l'animateur a devant ses yeux, j'imagine. Ouais, c'est ça. En fait, chaque colonne représentait un endroit où chaque talk était, plus le studio central. En fait, les talks peuvent communiquer aussi entre eux, donc ils se renvoyaient la balle au fur et à mesure. Une fois que l'interview était finie, hop, on renchaînait sur une autre qui avait lieu dans un autre lieu. Donc voilà, c'était un défi quand même logistique. Et grosse prépa à mon avis. Oui, logistiquement, il y a un peu de taf, puisque pour chaque équipe, avec chaque talk, il fallait donc une personne qui gérait la technique, l'autre qui faisait l'interview et un guide aussi qui puissait emmener tout ce petit monde-là d'un point A à un point B, puisque du coup, à chaque fois, il bougeait d'un endroit à un autre pendant 3 heures. Alors c'est une petite vidéo que vous nous avez bienvenue en direct de vos radios transférée. Ferrarock. Je pense que c'est une vidéo qui festival Bar en Trans. Un chouïa un peu long pour nous. Oui. Donc on va juste légèrement baisser le son et puis on va la commenter. Donc ça, ce sont les coulisses finalement des préparatifs de cette opération-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, on voit tout le monde donc là préparer par exemple les outils techniques. Ah mais il y a beaucoup de monde. Ouais, il fallait tout ce petit monde-là pour réussir cette opération-là. Et puis vraiment pouvoir vraiment, donc là on le voit, on était dans le disquaire, donc ça permettait aux artistes pendant l'interview de regarder dans les bacs et parler, vraiment sortir de l'interview classique. Là on était dehors pendant dans le manège, sur la foire. Donc voilà, il y avait comme ça plein de lieux qu'on investissait. L'énergie, l'électricité, vous la trouvez vous aviez des batteries, non Ça marche sur batterie, ouais. Ça fonctionne sur batterie et en 4G. Ça tient. Oui, ça tient relativement longtemps. Il n'y avait pas de souci de batterie. Il fallait juste qu'elle soit chargée, mais oui. Ah, c'est idéal pour se délocaliser quelque part. Ouais, c'était sans avoir à utiliser par exemple une rallonge ou des. Ouais, carrément. Et puis c'est vraiment l'outil technique qui permet de s'en saisir n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Donc ça donne quelque chose à entendre qui est très dynamique. Pour les animateurs et animatrices. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dynamisant. Une émulation collective qui produit. C'est ça, puis on entend les bruits de fond aussi de l'endroit où on est. Donc pour les auditeurs et auditrices, sur le coup du direct, c'est vraiment quelque chose, un programme qui est vraiment dynamique à entendre. Et alors on peut rencontrer des auditeurs parfois qui viennent en immersion pour voir, un peu comme France Bleu, ils entendent ça. Ils disent il y a un marché avec France Bleu, je vais aller voir comment ça se passe. Parfois on leur donne rendez-vous aussi quand on sait que telle interview va avoir lieu dans tel endroit, on leur donne rendez-vous pour qu'elles puissent voir les artistes aussi qu'on a en interview. Ça a duré combien de temps cette opération au total? C'était pendant 3 jours et c'était 3 heures de programme par jour. D'accord.
3 jours, 3 nuits, hein, je vois aussi. Oui. C'est bien ce qui me semblait. Est-ce que ça vous donne des idées pour la suite? Alors pour d'autres festivals, dans un autre territoire métropolitain peut-être Oui, effectivement, c'est vrai qu'à Rennes, ça s'y prêtait bien. Le festival s'y prêtait bien puisqu'il avait lieu dans différents lieux. Après, oui, et puis là, pour le coup, c'était vraiment votre éditorial. Oui, hein. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça s'y prêtait bien. Je pense que toutes les radios avec lesquelles on travaille sont très créatives, donc il nous en faut pas beaucoup pour pouvoir se challenger, que ce soit techniquement ou quoi. Donc oui, on espère pouvoir développer. Hein. Voilà. Alors, bravo en tous les cas pour cette opération extérieure, collective, parce que c'est pas facile. Tout le monde, j'imagine, il y a 9 radios, il y a 9 avis différents. Il y a 27 animateurs, il y a 27 avis différents là aussi. Oui, qui se connaissent pas non plus forcément toutes. On accueille aussi des services civiques, donc qui n'ont pas non plus le même bagage radiophonique. Ouais. Mais c'est aussi ça qui permet de l'interconnaissance, d'expliquer aussi la façon de faire d'une radio, comme je disais, d'un point de vue technique ou même d'un point de vue éditorial. Comment est-ce que une personne conduit une interview, l'autre comment est-ce qu'elle le fait, etc. Ouais. Donc ça permet d'avoir vraiment de l'interconnaissance sur ces sujets-là. Donc c'est hyper chouette. Et nos radios sont vraiment en demande de ce genre d'expérience, puisque ça les sort vraiment de leur quotidien. Voilà, où ils sont tout seuls à faire de la radio. Là, on peut vraiment expérimenter. Ouais, c'est notre façon de faire de la radio, hein, pour ceux qui la fabriquent, d'être sur le terrain. C'est quand même le must. Hein. Ne pas rester dans un studio qui est quand même vachement hermétique et étanche. C'est quand même ça, la radio. C'est quand même sortir son museau à l'extérieur pour voir ce qui s'y passe et humer l'air du temps. Bon, vous êtes d'accord avec moi, Maxime? Ouais, tout à fait. Et puis je pense que ça illustre parfaitement toute la débrouillardise, hein, j'ai envie de dire. Ah, c'est bien ça. Des radios associatives et en même temps l'esprit collectif, quoi. C'est vraiment un très bel exemple. Est-ce que vous avez eu la chance de porter la flamme olympique? Non, malheureusement. C'est un bon début pour notre discussion là. Oui, effectivement. Vous m'auriez dit oui. Bon, mais vous avez quand même articulé une opération qui s'est déroulée durant les quelques semaines qui précédaient les Jeux Olympiques. C'était le relais de la flamme olympique. Alors déjà, est-ce que ça a connu une certaine popularité quand vous avez... je me souviens, on avait relayé un communiqué de presse. Est-ce que quelques radios qui ont décidé de faire 2-3 chroniques racontez-nous tout ça. Tout à fait, oui, ça a connu une certaine popularité. On a plus de 90 radios qui ont participé, donc plus de 90 radios associatives réparties sur tout le territoire. C'était quoi le but du jeu? C'était, vous leur disiez, vous faites des chroniques, des chroniques de combien? C'était quel contenu? Pour quel support? Alors, c'était des chroniques assez courtes, mais pour pouvoir aussi, pour pouvoir être intégré facilement aussi dans les grilles de chaque radio. Parce que l'idée était que sur... une étape du passage de la flamme olympique, une radio puisse venir faire une chronique, soit en amont, soit le jour même, et qu'elle soit diffusée sur l'ensemble des radios associatives qui le souhaitent. Avec, si j'ai bonne mémoire, un impératif éditorial, c'était effectivement que le sujet gravite autour de la flamme olympique. Voilà, ou des Jeux olympiques de manière globale ou paralympique, et de s'inscrire un peu dans... Voilà, on avait défini 9 thématiques, que ce soit le handicap, le sport au féminin, le bénévolat, et avec cette idée vraiment qui nous paraissait essentielle de mettre en lumière à la fois les territoires dans cet événement à retentissement international et qui quand même allait mettre la lumière principalement sur la capitale de notre pays, et en même temps de mettre en lumière et en visibilité toutes les personnes un peu de l'ombre, les acteurs, actrices de l'ombre de cet événement qui a marqué quand même la France. Donc 90 radios, ça a donné naissance à, j'imagine, quelques centaines de chroniques. Alors. Voilà, 128 exactement chroniques. Qui ont toutes été diffusées sur la quasi-totalité des 90 radios participantes. Exactement, et qui ont été relayées sur un site internet dédié, le relais de la radio de la flamme olympique. Et donc, qui est une expérience qui a permis aussi de mettre en lumière la diversité en fait, des radios associatives et de montrer un petit peu partout sur le territoire comment on traite une information, qu'est-ce qui se passait aussi dans les différents territoires, dans le Périgord, sur la Côte d'Azur, tous les territoires qui ont été traversés, et même parfois des territoires qui n'étaient pas forcément traversés par le passage de la flamme olympique, mais qui ont voulu s'inscrire. C'est ça la difficulté, c'est de trouver un angle lorsque la flamme olympique ne traverse pas sa zone de diffusion, par exemple. Mais il y a aussi des territoires qui ont voulu s'inscrire dans cet événement des Jeux olympiques, et donc qui ont créé des choses autour du sport amateur, bénévole, et donc c'était important pour nous de montrer aussi
toute cette diversité d'actions qu'il peut y avoir, quoi. Alors Maxime, je vous ai présenté comme étant le coordinateur, on dit confédéral, je crois, de la CNRA. Exactement. Mais malgré tout, c'est une petite erreur de ma part parce que cette opération, elle a quand même été portée par les locales. Alors les locales, c'est une sorte de conglomérat entre le SNRL et la CNRA, on est bien d'accord? C'est ça. C'est une jeune structure qui a vu le jour Il y a un an, ici même. Exactement. Et il me semble que vous aviez signé, officialisé tout du moins la naissance de cette structure là-haut, en bonne et due forme. Et l'idée, c'était... C'était ce que je voulais dire, voilà, c'était votre première grande opération. Exactement. Voilà, l'idée, c'était d'avoir une voix commune pour la défense des radios associatives envers tous nos partenaires et institutions de tutelle, mais aussi par ce travail autour de cet événement important dans l'année, de montrer notre capacité d'union, en fait, et de faire collectif. Et je pense que ça a été un bel exemple de cette volonté de faire collectif entre toutes les radios associatives. Est-ce qu'au sein des locales, déjà, on a décidé une stratégie pour cette saison, pour les prochaines saisons, autour de... Alors ça, pour le coup, c'est des thématiques très collectives, hein, quand même. Alors, en termes de production, non. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, la grande majorité des radios qui ont participé sont en demande, et je pense que là, on se rejoint là-dessus, de travailler ensemble, d'apprendre mutuellement aussi, et de partager des techniques, des savoir-faire. Et donc, ça nous a en tout cas donné des idées, et ça donne envie de faire plus, effectivement. Bon. Vous avez déjà défini des thématiques, non? Ou peut-être pas? Pas encore, non. D'accord. C'est pas facile la thématique, parce que répondre à une thématique dans le nord ou dans le sud de la France, on n'agit pas de la même façon. Vous comprenez, il y a des comportements, il y a des sociologies chez les auditeurs qui sont quand même différentes du nord au sud. Ce qui nous réunit, c'est cette volonté cette mission de communication sociale de proximité, et cette volonté de faire dialoguer les différents points de vue, et de mettre en valeur ce qui se passe dans les territoires. Et donc, on a de quoi travailler ensemble, je pense, sur cette question. Bon. On va vous remettre un prix, de vous dire que, bien entendu, tout le monde a gagné. C'est une expression bateau que l'on entendait beaucoup dans les années 80 et dans une certaine émission. On va remettre néanmoins un prix spécial à France Bleu pour... comment dirais-je, la pugnacité de cette opération, en particulier sur le plan technique. C'était ce qui nous avait semblé être le plus complexe à mettre en place, et notamment à maintenir dans la diffusion de ce rendez-vous qui était quotidien le matin, un flux de qualité, car on sait bien que le niveau de confort du son chez l'auditeur est déterminant, c'est ce qui détermine ou non son écoute, et donc par voie de conséquence, si on a une liaison pourrie, on en arrive là où vous savez. Donc on vous remet ce prix Pierrick, que vous transmettrez alors à Yann, hein, me semble-t-il. À Yann, à Céline Pigalle, à Carole de Courson, à la communication, à toute l'équipe qui a travaillé. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de monde ici. Et surtout aux 44 stations, puisque c'est grâce à elle que cette tournée... Alors, je ne sais pas si vous pouvez le couper en 44 morceaux, mais vous penserez... On va le partager, ça c'est sûr. Ok. Et merci beaucoup. Vous repartez bien entendu avec un petit truc, un truc très original. Ne vous inquiétez pas. Mais non, j'aime pas quand il y a des perdants, parce que d'ailleurs, j'ai pas prononcé le mot. Vous voyez, je ne le prononce que maintenant. Honnêtement, faire de la radio, c'est déjà compliqué. Faire de la radio et en plus de ça engager des opérations extérieures, c'est encore plus compliqué. Et ça bouffe souvent une énergie qui est considérable. Souvent, ça marche pas, il faut dire les choses. Et parfois, et comme ici, ça fonctionne. Merci à vous. Merci beaucoup.